Alors, je reprends. Donc, on sait qu'on veut prendre des données sur cette API TVMaze et on va maintenant écrire du code Node.js pour pouvoir faire ça. On aurait pu utiliser l'API de base de Node.js. Il y a le support pour écrire des clients HTTP. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils utilisent des modules NPM d'un peu plus haut niveau qui facilitent l'écriture des clients HTTP et l'utilisation, la consommation d'API REST. Alors, il y en a toute une série. Je vais parler ici de deux ou trois exemples. Il y a un premier module NPM qui est très utilisé qui s'appelle Request. Et puis vous voyez ici un exemple où on peut faire une requête, on spécifie l'URL, on passe une méthode, une fonction de callback qui va recevoir les données du service web et puis dans le callback on va pouvoir traiter ces données. Donc vous avez ici plein d'exemples, c'est relativement facile à utiliser. On a parlé de la différence entre les callbacks et les promesses au cours. Si vous refaites une recherche sur request, vous verrez ici que vous avez une version promissifiée de request. Donc c'est un espèce de wrapper autour du module request. Et puis ça va vous permettre d'écrire du code comme ça, où au lieu d'avoir une fonction de callback, on va recevoir une promesse et on va ensuite pouvoir utiliser la fonction then et éventuellement construire des chaînes de promesses. Vous voyez que ici, j'ai ma fonction catch qui est appelée tout à la fin de la chaîne de process et c'est là où je vais traiter les éventuelles erreurs. Donc vous avez un exemple ici, on peut utiliser ces librairies pour crawler des sites web et puis traiter du code HTML. Mais évidemment, très souvent, ce qu'on va faire, c'est interagir avec des API REST. Et puis vous avez un exemple ici. Et c'est l'exemple qu'on va utiliser pour écrire notre code où on peut spécifier les options, donc non seulement une URL, mais on peut aussi setter certaines entêtes. Euh, Très souvent, quand on interagit avec les API REST, on doit donner un token d'authentification. Ici, il le passe dans le query string. Souvent, on le passe aussi dans les entêtes. Et puis, il y a ce paramètre qui est très important ici pour que quand on écrit notre code, cet objet repos ici soit pas une chaîne de caractères, mais soit directement un objet JavaScript désérialisé. C'est ce paramètre qui permet de faire ça. Donc, avec ce module, on peut faire de la lecture, mais on peut bien sûr aussi faire de l'écriture. On peut envoyer des données vers les API REST. De nouveau, il y a tous les exemples ici. Donc, rien de très compliqué. Une chose que vous allez vouloir faire à un moment donné ou à un autre, et ça va être le cas quand vous allez interagir avec l'API de GitHub, c'est ce qu'on appelle du throttling. Donc, très souvent, les API REST, elles vont donner un nombre maximal de requêtes que vous pouvez envoyer sur une certaine période. Et si vous faites rien de spécial, comme le code il est exécuté de manière asynchrone, vous allez bombarder le serveur. Donc, ce que vous avez envie de faire, c'est de réguler l'émission des requêtes en disant, ben voilà, j'ai ma file d'attente, je sais que je veux envoyer 100 requêtes vers le serveur, mais je vais le faire avec un débit maximum. Je vais dire, je vais me forcer à faire au maximum 10 requêtes par seconde ou une requête par seconde. Donc ces mécanismes-là, ils ne sont pas forcément directement fournis par Request,
De temps en temps, vous devez le mettre en place avec d'autres modules. Ça, c'est un module générique. Ici, request ne fait pas référence au module npm dont on parlait avant. C'est un module générique qu'on peut utiliser pour réguler des requêtes asynchrones. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé qui marche assez bien. Request, c'est une des librairies, et c'est celle que je vais utiliser dans ce webcast. Il y a une autre librairie dont j'ai parlé au cours, c'est SuperAgent. Et puis vous avez une variante qui s'appelle SuperTest, qui est vraiment, c'est une extension ou une spécialisation pour écrire des tests d'API. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez la version promissifiée. Donc ça, c'est aussi une librairie qui est très utile. Le style est un petit peu différent avec Request. De toute façon, dans les exemples qu'on va faire dans ce webcast, les appels vont être très simples, donc ça ne va pas faire une grande différence. Après, c'est une préférence personnelle, mais au final, vous écrivez des clients HTTP, donc ça change pas grand-chose. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est partir sur request promise. Et on va commencer à écrire du code JavaScript pour utiliser ça. Donc je vais passer dans le terminal. Et puis avec npm init, je vais donner un nom à mon application tvdemo, just a demo. On va écrire un fichier index.js. Et on va partir comme ça. Je vais créer mon fichier index.js et puis je vais ouvrir mon IDE. Donc là, je vais travailler avec Visual Studio Code. Donc j'ai mon code, mon fichier ici, il est vide. Et donc la première chose que je vais faire, si je veux utiliser le module, on a ici la référence, donc il faut que j'installe ou que je déclare ces deux dépendances. Avec le "-save", je vais enregistrer ça dans package.json. Et le deuxième, c'est npm install "-save request promise. Voilà, très bien. Alors, on va repartir de l'exemple de code. Donc, d'abord, il faut que j'utilise ou que je charge le module. Moi, je vais appeler ça request. Et puis, on va partir de l'exemple ici, interaction avec une API REST. Je vais partir de ce code. On fera les adaptations après. Et puis là, par contre, je ne vais pas utiliser l'API de GitHub, mais je vais partir sur mon API ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va essayer? On va faire un premier... J'avais vu show index. Voilà, on a ici ce endpoint ici qui permet de récupérer toutes les séries. On voit qu'on reçoit un tableau avec un élément par série. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'utilisation d'API. Sachez juste qu'elle est paginée. Donc là, je vais recevoir les 250 premières séries
puis après, je devrais implémenter la logique pour pouvoir accéder aux pages suivantes. Mais on parlera de ça plus tard. Donc ça, c'est l'URL que je veux utiliser. Dans le query string, moi, j'ai rien du tout. L'entête, c'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique de dire qu'on est un agent. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Et puis, je vais effectivement vouloir recevoir du JSON. Alors, je vais ici invoquer request. Et puis là, on a le code avec la promesse. Donc, c'est lance cet appel asynchrone. Et quand tu as reçu les résultats, ici, moi, ce que je vais recevoir, ça va être ce tableau de série. Et on va faire le test ici. On va dire I have received shows.length plus shows. Console.log something bad has happened. Voilà. Alors, on va faire un premier test. Et on voit qu'on a reçu 240 épisodes. Donc ça se présente pas trop mal. Visiblement, on a reçu des données. Maintenant, je vais en profiter pour montrer une fonction intéressante de Microsoft Code ici, qui est l'utilisation du debugger. Donc, je vais cliquer ici sur cet onglet debug. La première fois, je pense qu'il va me demander les paramètres. Donc, ce que j'ai envie, moi, c'est de mettre un breakpoint ici pour pouvoir inspecter ce qu'il y a dans cette structure de données. Donc, effectivement, là, il me demande quel environnement je veux utiliser. Je suis dans un environnement Node. Il me propose des valeurs par défaut. J'ai jamais creusé. J'ai toujours accepté les valeurs par défaut. Et puis, quand je lance, on voit que maintenant je suis arrêté sur le breakpoint et puis je peux accéder à la structure de données ici. Donc on voit que j'ai bien reçu mes différents objets et maintenant dans mon programme, j'ai vraiment accès à ces données qui ont été fournies par le service. Depuis la console ici, je peux faire shows.length et je peux interagir avec mes données. Donc on a vu ici, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien fait dans l'IDE, démarrer la session du debug du côté serveur, c'est très simple. Il y a d'autres moyens, si vous utilisez d'autres outils, de faire ça, mais ça c'est une partie qui a été vraiment bien soignée par Microsoft dans cette IDE. Ok, alors je vais faire une pause ici. On a vu le mécanisme de base, on a vu comment on pouvait déclarer une dépendance sur request promised dans notre script Node.js, comment ça nous permet de faire un appel asynchrone sur l'API, de recevoir des données. Maintenant, j'ai mes objets JSON, je peux les traiter, je peux les transformer. Ce qu'on va voir après, c'est comment est-ce que je peux les passer à MongoDB et les stocker. Un des gros avantages de MongoDB, de cet environnement, de cet écosystème JavaScript, c'est qu'on est en JSON de bout en bout. Ce que je reçois de mon API REST, c'est des données JSON, c'est automatiquement désérialisé en objet JavaScript, et puis ce que MongoDB va stocker, c'est de nouveau des documents JSON. Donc, je n'ai pas besoin de faire des transformations, de passer par des représentations intermédiaires, ce qui fait qu'on peut écrire du code très facilement et on n'a pas de rupture quand on passe dans les différentes couches de l'application, ce qui est très appréciable.
Donc, dans le prochain webcast, on va attaquer cette partie-ci, on va se connecter à la base de données et puis stocker nos séries télévisées dans la base de données. Puis une fois qu'on les aura, on va faire des requêtes et puis interroger ces données.